Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs et aujourd'hui on va parler de livrabilité de courriel avec mon ami Philippe Bussière de Fort 36. Pourquoi qu'on parle de ça aujourd'hui? On vient de passer le Black Friday, puis bientôt il y a le Boxing Day, il y a toute la période des fêtes, puis j'ai remarqué pendant le Black Friday que j'avais certains courriels qui tombaient dans l'onglet promotion, puis je ne comprenais pas pourquoi. À certains endroits, j'avais indiqué le mot rabais, mais il y a plusieurs autres aspects. Puis là, c'était vraiment des courriels d'information, mais je tombais quand même dans l'onglet promotion, puis parfois dans les spams plus régulièrement qu'avec la majorité de mes autres courriels. Alors, je me suis dit, pourquoi pas éviter mon ami Philippe Bussière pour en discuter parce que lui, il connaît ça, l'envoi de courriel. Alors, avant de commencer notre discussion d'aujourd'hui, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous font confiance semaine après semaine, qui nous permettent de vous offrir tous les contenus gratuits chez Alias Entrepreneur, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. C'est un beau moyen de se lancer en affaires ou de propulser une croissance, faire une acquisition d'entreprise. Alors, le CETEC sont là pour ça, pour vous accompagner. Et bien sûr, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Sans plus tarder, j'aimerais ça introduire Philippe. Salut Phil. Salut Anthony, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ouais, ça va, ça va. Je suis content de te parler aujourd'hui parce que toute la livrabilité des courriels, c'est un sujet qui est chaud, qui n'est pas souvent discuté. On parle souvent de publicité Facebook, comment aller chercher des adresses courriels, mais une fois que tu as cette adresse courriel-là, qu'est-ce qu'on fait avec cette adresse courriel-là? Comment qu'on en prend soin? Puis comment qu'on fait pour s'assurer que nos courriels tombent dans sa boîte de réception et non dans ses spams ou dans sa boîte de promotion? Puis c'est vraiment ça que j'aimerais discuter avec toi, puis qu'on va démystifier un peu la problématique que j'ai vécue dernièrement, là. Je t'explique en gros la problématique pour que tout le monde comprenne bien. On avait un courriel d'information sur le Black Friday, sur l'importance d'envoyer des courriels dans le Black Friday. Puis dans ce courriel-là, on parlait justement des rabais à mettre dans les courriels. Parfois, on peut mettre des rabais, d'autres fois, on ne met pas de rabais, on donnait des alternatives à ces rabais-là. Mais ce courriel-là, notre taux d'ouverture a été inférieur à 50% de notre taux d'ouverture habituel. Et en plus de ça, on a mesuré le taux de clic où est-ce que le taux de clic était catastrophique, là. On parle de... En tout cas, il était vraiment, vraiment bas. Puis ça me fait réaliser OK. que, oh, il y a eu un problème avec cet envoi-là. Quand je me suis mis à regarder un petit peu avec ceux qui ne l'ont pas ouvert, qui sont habitués de l'ouvrir, j'aurais demandé pourrais-tu regarder dans ton onglet promotion? Ça s'est peut-être ramassé dans l'onglet promotion. Puis ce courriel-là, particulièrement, s'est ramassé dans l'onglet promotion. Quand est-ce que c'est pas dans mon habitude que ça se ramasse dans cet onglet-là? Alors, j'aimerais ça voir avec toi un petit peu les règles de base sur qu'est-ce qui fait qu'un courriel se ramasse dans la promotion versus qu'est-ce qui se ramasse pas dans la promotion, puis quel mot éviter. Là, je t'ai donné un cue, on a utilisé le mot rabais dans le courriel. Moi, je pense que c'est en cause de ça, mais il y a peut-être plusieurs autres aspects. Alors, je te laisse un petit peu la parole, Phil, mais pour démystifier ce concept-là. Mais je vais répondre à ta demande en te posant des questions pour que ce soit plus clair parce que j'ai vu passer ton email, puis moi, je l'ai pas reçu dans mes promotions. Ça fait que la première chose qu'il faut regarder dans ce temps-là, c'est que la livraison dans la boîte de réception, dans les promotions ou dans les spams peut dépendre de ton contenu, mais peut dépendre aussi de mon interaction avec ton contenu. Donc là, toi, tu as remarqué qu'il y a des gens qui normalement ouvrent et cliquent dans ton email. Tu leur as demandé de checker puis de regarder où ils l'avaient reçu. Puis eux autres, ils te confirment qu'ils l'ont reçu dans les promotions. Mais ça ne veut pas dire que les milliers d'abonnés d'Alias ont eu le même comportement. Maintenant, si c'est un email qui est parti là, je ne me rappelle pas des dates exactes, là, mais entre le 25 novembre et le 28 novembre, qui est du Black Friday au Cyber Monday, c'est sûr que si tu as parlé de rabais dans ton email, si le mot Black Friday était dans ton email, je ne sais pas si c'était le cas, ou Cyber Lundi ou Vendredi fou, il y a des chances que ça a été interprété comme de la promotion. Est-ce que c'est le cas? Je suis pas mal certain qu'il y avait le mot vendredi fou et qu'il y avait le mot OK. rabais.
Et qu'il y avait le mot promotion aussi. Parce que c'est des termes qu'on avait touchés dans l'infolette. C'est sûr que, tu sais, peu importe le contexte dans lequel tu veux faire, tu veux envoyer ton email, puis le contexte dans lequel tu emploies ces mots-là, tu sais, si toi, tu veux éduquer les gens sur comment gérer une promotion pendant le Black Friday, puis que tu écris ces mots-là, mais Gmail puis Hotmail, ils ne feront pas la différence, OK? C'est comme, ils voient des mots, puis par rapport à ces mots-là, il peut décider de où il va livrer ce email-là. Mais en plus de ça, ce qui a sûrement pas aidé, puis tu enverrais le même email aujourd'hui, tu aurais peut-être des résultats différents, c'est que entre le 25 novembre 2022 et le 28 novembre 2022, c'est le plus gros volume d'emails envoyés jamais observé de toute l'histoire du email marketing. Puis en 2023, ça va être la prochaine étape, OK? C'est vraiment, vraiment important. Là, on parle, j'avais sorti des chiffres, là, mais SendGrid, puis Campaign Monitor, je pense à eux seuls, calculaient, là, c'est juste ces deux plateformes-là, calculaient qu'ils géraient à peu près 6 milliards de emails. Fait que là, on n'a même pas encore parlé de MailChimp, de ActiveCampaign, de ConvertKit, whatever, OK? Donc, vraiment, il y a énormément d'emails qui ont été envoyés pendant cette période-là et il fallait à quelque part qu'on puisse faire le tri. Puis là, je donne les dates du 25 novembre au 28 novembre, mais j'ai fait un exercice pour le fun en fin de semaine. J'ai une drôle de façon de me faire du fun, là. Mais j'ai regardé, j'ai tapé dans mon email personnel, j'ai fait une recherche sur Old Navy parce que je suis abonné depuis longtemps à leur infolettre. Et puis, à partir du lundi précédent, le Black Friday, j'ai reçu 3 emails minimum à tous les jours qui me disaient qu'il y avait des spéciaux pour le Black Friday. Et ça a continué comme ça pendant à peu près 10 jours. Puis là, je mens pas, là, c'est comme, je me suis dit, je vais aller voir pour le fun. Fait qu'il y a un volume hallucinant d'emails qui sont partis, puis à un moment donné, je veux dire, Google, Hotmail, Yahoo, Vidéotron même ou Bell, il faut qu'ils soient capables de trier ces emails-là sur certaines bases. Puis à un moment donné, là, je ne suis pas dans leur bureau, mais il a fallu qu'ils trouvent un moyen de déterminer celui-là, il va-tu dans la boîte de réception, celui-là, il va-tu dans les promos. Mais même si ton email n'est pas parti exactement au Black Friday, s'il est parti quelques jours avant ou quelques jours après, ça ne change pas grand-chose. Puis, est-ce qu'on voit les mêmes tendances pour tous les événements de l'année, les gros événements? On parle, Noël s'en vient. Le lendemain de Noël, c'est le Boxing Day qui va commencer. Il va y avoir une autre série de courriels qui va partir à ce moment-là. Par la suite, je pense à la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères. Ça, c'est super important. Phil, la fête des pères. Là, moi, j'aime beaucoup recevoir un cadeau. J'aimerais ça cette année recevoir une nouvelle planche à neige. Je dis ça dans le ciel, là, mais je fais une blague, mais la fête des pères. Après ça, il y a tout. Ben là, on peut aller tout au long de l'année, là, mais est-ce qu'à chaque événement, c'est la même histoire ou c'est vraiment spécifique au Black Friday, ce nombre de courriels envoyés là? OK. Ben, oui, c'est spécifique à chaque événement. Évidemment, tu sais, les plus grosses périodes, tu as le Black Friday, tu as le Boxing Day, tu as la Saint-Valentin, puis tu as la fête des mères qui sont les plus grosses périodes dans l'année. Le fait que ton email ne se livre pas à la bonne place repose principalement sur 5 piliers, mais dans ce cas-ci, pour ces gros événements-là, ça va être surtout le contenu que tu utilises puis le formatage que tu fais de ton email. C'est comme la boîte aux lettres à la porte chez vous. T'sais. Si tu as ta boîte aux lettres, puis le facteur, il met les enveloppes dans la boîte aux lettres, puis toi, tu arrives, puis tu prends tout ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Là, tu vas voir, ça, c'est de la promotion, ça s'en va à la poubelle ou au recyclage. Là. Ah, ça, c'est une lettre d'un courtier immobilier que je ne connais pas, envoyé au recyclage. Le Publisac, ça ne m'intéresse pas, envoyé au recyclage. Puis après ça, tu te retrouves d'un côté, tu as tes comptes avec, ben là, je dis, c'est un peu old school, là, mais tu as ta facture d'hydro puis ta facture de Vidéotron. Puis de l'autre côté, tu as ton bac de recyclage avec tout ce qui est promotionnel. Fait que ton inbox, c'est un peu la même chose. Il y a juste que
il y a Google qui vient de faire un petit ménage dans ton Gmail pour être sûr que ton inbox est le plus clean possible puis le plus utilisable, mais surtout le plus à ton goût possible. Tu sais, si Google il remarque que tu jettes tout ce qui est promotionnel avant même de les avoir ouverts, ben, à un moment donné, il fait le ménage pour toi sans te le dire. À un moment donné, s'il remarque que tu n'ouvres jamais les emails qui est écrit Black Friday dedans, ben, peut-être qu'il te les met dans les promotions. Puis après ça, il y a tout le formatage de ton email. Si tu envoies des emails super simples pour faire tes promotions, c'est-à-dire un fond blanc avec du texte noir, ben, ça va mieux passer vers la boîte de réception. Mais là, si tu dis, hey là, c'est Boxing Day, puis il faut que je mette des boutons, puis que ça clignote, puis bling bling partout, là, c'est sûr, ton infolettre ou ton email, il a l'air d'un Publisac. Mais Google, il voit ça, là, il voit du code HTML avec des affaires pour qu'il y ait des gros titres, puis des boutons, puis etc. Mais il fait, ah, ben ça a l'air d'un Publisac, je vais le mettre dans les promotions. Puis à la limite, même si c'est vraiment trop de flash, trop de formatage, il va aller le mettre dans les spam. Donc, faut vraiment faire attention. Puis c'est très difficile de généraliser sur qu'est-ce qui est arrivé avec ton email quand il est envoyé. Mais si on regarde la normalité des choses, si on regarde les 5 piliers pour tous les autres courriels, ça serait quoi les 5 piliers rapidement à faire attention quand on envoie des courriels? OK. Premier pilier, c'est ta plateforme. C'est super simple. Ta plateforme n'a presque pas de rôle à jouer dans la livrabilité. Elle en a un, mais tu n'as aucun contrôle dessus. Et toutes les plateformes qui se respectent ont une équipe qui est responsable de la livrabilité des emails. Donc, si moi j'ai une business qui est de vendre une application comme MailChimp puis de dire aux gens, envoyez votre infolettre avec moi, elle va se rendre au destinataire, j'ai intérêt à avoir du monde qui connaisse le milieu de la livraison des emails, qui gère des pools d'adresses IP, puis quand une adresse IP est plus bonne, je la retire du pool jusqu'à temps qu'elle redevienne bonne, etc. Mais la plupart des plateformes qui se respectent, pour lesquelles on paye pour utiliser, ont une équipe qui s'occupe de ça, à qui on ne devrait pas avoir besoin de parler parce que c'est leur job dans la vie de bien faire ça. Donc, partir d'une plateforme parce qu'un email est arrivé dans les spams ou parce qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, ce n'est pas une bonne idée. Okay? Le premier pilier, c'est la plateforme. Après ça, c'est l'authentification. Donc, l'authentification, c'est un peu l'équivalent du permis de conduire. Donc, c'est pour conduire une auto sur l'autoroute, j'ai besoin de mon permis. Ben, si tu veux envoyer des emails dans la cour des grands à des milliers de destinataires, tu as besoin d'avoir un permis aussi qui va être valide aux yeux encore une fois, des Gmail, des Hotmail, Outlook, Orange.fr, etc. Donc, il faut que tu sois authentifié. Après ça, attends un peu, j'en ai sauté un. Ah oui, ta réputation. La réputation de ton domaine. Donc, si ça fait 1 an que tu blastes une liste avec plein de contenu poche avec des gens qui n'ont pas confirmé qu'ils voulaient recevoir ton contenu, ta réputation en tant qu'expéditeur de email a été affectée. Donc, ton domaine.com a été affecté. Puis là, allez pas voir des trucs SEO pour votre réputation. SEO, c'est un autre genre de réputation. C'est-à-dire que vous êtes tiré dans le pied un peu avec des mauvaises pratiques si votre réputation n'est pas bonne. Maintenant, si vous faites bien ça, que vous gérez votre liste, que vous en faites le ménage, que vous avez des bonnes pratiques d'accueillir votre nouveau lead, de lui souhaiter la bienvenue, puis de le solliciter, mais de l'engager dans la relation que vous êtes en train de bâtir avec lui, votre réputation devrait bien se passer. Votre réputation, elle se passe mal quand vous passez à gratte sur Internet puis que vous allez chercher des adresses sur des sites web puis vous commencez à automatiser des envois à des gens qui n'ont pas sollicité ce que vous avez à envoyer. Donc, la plateforme, la réputation, l'authentification, c'est les plus faciles à gérer. Les deux derniers, c'est le contenu et l'engagement. Donc, là où tu as le plus de contrôle pour t'assurer que ton email se rende à la bonne place, c'est le contenu de ton email. Donc là, c'est les mots que tu choisis et le formatage que tu choisis. Et ensuite, l'engagement, c'est de respecter l'engagement de tes destinataires.
En ce moment, là, une règle qu'on se donne puis qui est difficile à accepter par les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est que si quelqu'un n'a pas ouvert et n'a pas cliqué un seul de tes emails depuis 3 mois ou plus, tu devrais arrêter de lui écrire des emails pour le solliciter ou même pour lui partager des trucs gratuits. Tu devrais plutôt essayer de le réengager. Tu lui envoies un email du genre Salut Anthony, c'est Philippe de Phare 36. Mon équipe et moi, on remarque que tu as probablement perdu intérêt envers les contenus qu'on t'envoie. Je t'invite à cliquer sur le lien ci-bas si tu veux rester sur ma liste d'envoi. Sinon, dans quelques jours, on va te retirer de la liste et tu n'auras plus de nos nouvelles. Puis là, tu fais un autre email similaire 2 jours plus tard. Puis le troisième jour, tu dis Anthony, c'est le dernier avis. Si tu ne cliques pas sur le lien plus bas, je te retire de ma liste. Et puis, tu pourras toujours te réinscrire. Mais on remarque vraiment que tu n'as pas d'intérêt à recevoir nos contenus. Puis, on veut s'assurer de partager les contenus avec les gens qui ont le plus d'intérêt. Voilà. Je comprends ces 5 piliers-là, puis moi, je les résumerais avec quelque chose d'autre, à part le volet un petit peu plus technique, l'authentification du nom de domaine, avoir comme son permis de conduire, d'envoyer des courriels. Ça, si vous ne connaissez pas trop comment que ça fonctionne, je vous conseille de faire affaire avec des experts pour l'authentification parce que c'est relativement complexe. Puis si on ne le fait pas comme il faut, ben, on n'aura pas le bon permis de conduire, puis ça n'ira pas bien, on va tomber dans les spams plus rapidement. Mais pour le reste des choses, quand on parle de qu'est-ce qu'on a un réel contrôle, là, on parle du contenu puis la liste. Euh, J'aimerais ça résumer ça, si je comprends bien, en étant un petit peu un bon père de famille ou un bon consommateur. C'est comme si je me plaçais à la place du consommateur. Comment que j'aimerais que l'entreprise communique avec moi? Comment que j'aimerais que les entreprises à qui je m'abonne à la liste de contacts, j'aimerais qu'ils soient gérés? Puis si la réponse est j'aimerais ça recevoir du contenu, je parle avec eux, je réponds, et là, j'aimerais ça en avoir plus, on en reçoit, je vais avoir du contenu concret, du contenu écrit, du contenu pertinent. Ben, si je me place un petit peu dans la peau de mon consommateur, dans mon persona, d'ailleurs, on a une autre entrevue ensemble sur le persona. Je me place je respecte beaucoup le persona, ben, puis je respecte la liste, les gens qui n'interagissent pas, je les enlève. J'aurai plus de chances de tomber dans la boîte de courriel puis avoir des bonnes relations à long terme avec mon client sur ma liste de courriel. Oui, oui. Mais il faut juste faire attention à une chose dans ce que tu viens de dire, c'est que j'ai déjà vu une étude, les entreprises avaient demandé à leurs abonnés euh, qu'est-ce que vous aimeriez recevoir comme contenu. Puis les gens disaient, on aimerait ça recevoir des belles infolettres avec des belles infographies puis des beaux designs. Les entreprises ont fait, OK, ils prennent des notes là-dessus, ils se mettent à faire des super beaux designs, puis ils se mettent à redesigner leur infolette, puis à refaire des envois, puis ils se rendent compte que l'engagement n'est pas du tout meilleur. Fait qu'ils ont décidé de simplifier leur truc le plus possible, et c'est là où ils ont obtenu le meilleur engagement. Fait que des fois, écouter ce que les gens veulent vraiment, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus payant, mais dans le cas de l'infolettre, là, c'est vraiment quelque chose de marquant. C'est-à-dire que quand je parle avec beaucoup de mes clients qui font de l'infolettre, en fait, l'infolettre, c'est pas une infolettre, c'est juste du texte noir sur un fond blanc, puis c'est ça qui est envoyé aux gens. Moi, quand j'écris à ma base, d'abonnés, il y a très peu d'images. Des fois, je vais en mettre une. Des fois, je vais mettre une image d'un vidéo. Mais la plupart du temps, c'est du texte. Et si je veux aller plus dans le détail, puis dans le graphique, etc., je vais mettre un lien vers mon article de blog où là, je peux faire absolument tout ce que je veux et probablement que même je vais pouvoir exploiter ce contenu-là vers lequel je dirige les gens pour que ça puisse améliorer ma classification là, dans l'index Google, donc améliorer mon SEO. On a une pratique similaire chez Alias. Là, on met un résumé de l'article complet, puis on réfère beaucoup vers le site web pour voir l'engagement des gens aussi. On sait qui engage plus avec ce contenu-là, puis ça a plusieurs effets bénéfiques. Alors, pour moi, c'était comme de l'acquis. Tu vois, tu as bien fait de le dire, de ne pas mettre trop d'images puis trop de promotion. C'est parce que tu vas tomber dans les spams. Mais une fois qu'on comprend que c'est du contenu principalement écrit noir sur blanc, un peu comme si j'écrivais un courriel à une autre personne normale dans mon inbox,
là, j'ai plus de chances de tomber dans, dans les, dans les bonnes pratiques. Puis ça, c'est un très bon point. Puis, ça m'apporte aussi à revenir à la problématique initiale. On parlait du Black Friday. Tu sais que on a parlé Black Friday, Boxing Day, puis la fête des mères, qui sont les trois grosses fêtes de l'année. Ah, et puis la Et la Saint-Valentin, Saint-Valentin. les quatre grosses fêtes de l'année. Puis si mon entreprise fait des ventes dans ce niveau-là, est-ce que tu crois que dans les prochains cycles de vente, avec la publicité Facebook, je vais faire le comparable. On parlait avec Antoine que les publicités commencent de plus en plus tôt. On se prépare jusqu'à 3 mois, 6 mois avant le Black Friday pour le Black Friday. Alors, on commence Ouais. des promos, on va se bâtir des listes de contacts, on va commencer à targeter. Est-ce que dans le email marketing, on va commencer à avoir la même chose pour le Boxing Day? Je vais peut-être y Hey, aller. c'est sûr, tu sais. Imagine, là, des fois, l'infolettre, c'est le parent pauvre du département de marketing. OK? C'est comme on fait du contenu Facebook, du contenu Instagram, on se lance dans TikTok. Mais quand arrive le temps de gérer l'infolettre, on est comme ah, j'ai pas le temps cette semaine, ah, j'ai pas le temps cette semaine, je ferai ça demain, je ferai ça demain. Puis là, l'infolette, ça finit qu'elle ne suit pas ta stratégie de contenu avec tes réseaux sociaux. Ça fait que tu négliges un peu ton email marketing. Puis là, le Black Friday arrive, puis tu te rends compte, ou le Boxing Day, peu importe. Puis là, tu te rends compte que, merde, ça fait 3 mois que je n'ai pas écrit à ma liste, puis là, j'ai tel gros événement qui arrive, puis il faut que je communique avec eux. Puis là, bang, le 26 décembre, tu envoies un email de promotion à 10 000 personnes que ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas entendu parler de toi. C'est sûr que c'est pas payant de faire ça. Ça fait que le but, c'est de maintenir une communication le plus régulièrement possible par email avec les gens, puis pas juste en leur offrant des promos. C'est comme vous faites Alias en donnant des conseils, puis en donnant des choses gratuites, puis en dirigeant les gens vers des lectures intéressantes, etc. Mais c'est sûr que du jour au lendemain, si tu prends ta liste puis tu dis je vais envoyer une promotion pour la fête des mères, tu n'auras pas des bons résultats parce que les gens ne sont pas habitués de te voir arriver dans la boîte de réception. Gmail n'est pas habitué de te voir arriver non plus dans les boîtes de plusieurs de leurs abonnés. Ça fait que ton email, il ne scorera pas fort. Donc, oui, c'est une question de s'y prendre d'avance, mais c'est une question de s'y prendre à l'avance tout le temps. C'est minimum, aux 3 mois, envoyer quelque chose qui n'est pas promotionnel. Puis là, ça, c'est pour être gentil, mais normalement, ça devrait être au moins une fois par mois d'écrire à ses abonnés pour partager un contenu qui donne de la valeur. Puis c'est à quel moment qu'on commence à parler qu'on envoie trop de courriels, là? Si j'envoie un courriel par semaine, là, selon les bonnes pratiques, là, pour vrai, un courriel par semaine, c'est quand même intense, là. Mhm. C'est beaucoup de préparation chez Alias, on le fait, c'est notre business principal, mais pour la plupart des commerces, ça serait quoi la fréquence avant de dire hey, ça c'est trop, là. Là, t'en envoies trop. Versus là, tu as dit un par mois, mais même un par mois, si on considère un très bon taux d'ouverture, on va parler de quoi? De 40%, qui va être un bon taux d'ouverture dépendamment de l'industrie, là, mais c'est une personne sur deux qui l'a reçu. Fait que si tu ne l'as pas reçu pendant 2 mois consécutifs, ça veut dire que ta communication est allée aux 2 mois. C'est pour ça que, grande parenthèse pour dire fréquence, avant d'être trop, ça va à quoi? Mais c'est toujours difficile à dire. Puis les gens ont peur. J'ai fait un post sur LinkedIn récemment là-dessus. Les gens se disent toujours ouais, mais si j'envoie mon infolette plus souvent, je ne vais pas finir par achaler les destinataires. Ben, ceux qui se sentent achalés peuvent se désabonner, puis c'est correct de perdre des abonnés. Ça fait un petit peu de pépine, là, mais tu peux t'en passer de ceux qui trouvent que ton deuxième email dans la même semaine, il était trop. Ce qui n'est pas bon, c'est quand tu gardes tout ton contenu d'infolette pour faire une infolettre dans le mois, puis là, tu as, mettons, 5 sujets. Ça fait que là, ton infolette est super longue, tu as 5 call to action différents dedans vers 4 articles de blog puis une de tes promos. Les gens, là, ils lisent pas votre infolette paragraphe par paragraphe puis ils cliquent sur chacun des articles puis des trucs que vous partagez. C'est gros max un call to action par infolette. Ça fait que si à la fin du mois, tu envoies une infolette puis qu'il y a 5 articles de blog à aller lire, tu aurais eu de la matière pour faire 5 infolettres dans le mois au lieu de une infolettre avec 5 call to action.
l'autre jour, on revoyait un pipeline pour une cliente, puis on ne parle même pas d'infolette, c'est un pipeline. Une fois que les gens signent avec eux, ils ont des instructions à donner aux clients. Puis le premier email qu'ils nous font, il y avait 4 étapes. Puis c'est vraiment 4 étapes importantes. C'est comme maintenant, voici l'étape 1. C'est comme faites telle chose. Étape 2, on a besoin de la liste de vos employés. Étape 3 aussi. C'était des grosses étapes qui demandent du temps puis de la réflexion. Je dis, hey, on va splitter ça, puis on a divisé ça en 3 emails, puis on envoie, on dit étape 1, faites ça. Puis demain, on vous envoie un autre email avec la prochaine étape pour que vous puissiez aussi l'accomplir. Puis après ça, on fait la même chose dans le deuxième email. C'est comme là, on est rendu à la deuxième étape. Demain, on passe à l'étape 3. Mais il ne faut pas trop en demander aux gens. Là. En moyenne, on reçoit 100, 150 emails par jour. C'est comme, il n'y en a pas un qu'on va vraiment prendre point par point pour cliquer à chaque chose qu'ils nous disent de faire pour finalement passer une demi-heure. C'est pas comme lire un article dans le journal. Puis encore là, le journal, là, je ne sais même plus si ça existe. Là. Mais les gens ne prennent pas le temps de lire une infolette comme ils pourraient lire un article dans le journal. Ou un article web ou quand c'est vraiment Exactement. recherché. La presse numérique, ça existe encore. Les journaux Puis papier, c'est plus dur à trouver. Mais... Pour répondre à ton autre question à propos des taux d'ouverture, en moyenne, si vous faites des recherches, là, vous allez trouver des études sur Internet. Tout dépendant des secteurs, un bon taux d'ouverture, ça va être entre 18 et 25 %. Mais avec vraiment des bonnes pratiques puis un bon engagement avec vos destinataires, mais surtout en rejetant, mais pas en rejetant, mais en vous débarrassant du bois mort des gens qui sont plus intéressés à votre contenu, votre taux d'ouverture peut facilement être de 40, 50 %, voire plus. Puis quand on parle de ces pourcentages-là, c'est pour des listes de combien de personnes? C'est à partir de combien de personnes sur une liste qu'on peut parler de ces moyennes-là? Parce que si j'ai 100 personnes sur ma liste, 18%, c'est 18 personnes qui l'ont ouvert, versus si j'ai 100 000 personnes sur ma liste, c'est 18%, c'est 18 000 personnes. Puis là, la loi de la moyenne s'applique plus. Là. C'est quoi les grosseurs de liste pour commencer à parler de moyenne? Parce que moi, j'ai remarqué chez Alias, plus que la liste grossissait, plus qu'on se rapprochait des moyennes du marché quand même. Là. C'est parce que tu ne fais pas de ménage. Non, mais écoute, je peux dire avec certitude que la taille n'a pas d'importance. J'ai des clients qui ont des listes de 100, 150 000 adresses. Quand ils font un lancement, ils ont 30 000 personnes qui suivent le lancement avec au moins un email par jour pendant 30 jours. Puis leurs taux d'ouverture sont autour de 60 à 90 %. Okay? La taille n'a pas d'importance là-dedans. C'est la qualité du contenu puis le niveau d'engagement de tes destinataires qui va déterminer le tout. Puis, faites le test, appelez le sujet de votre prochaine infolette, faites un test AB. Pour le premier, mettez infolette numéro 12, décembre 2022. Puis l'autre d'après, le test B, écrivez ouvrez pas ça, par exemple. Ou pensez-vous à moi. Je ne sais pas, là, mais quelque chose que le monde fait comme, voyons, qu'est-ce qui m'envoie là, Anthony? T'sais, les gens vont l'ouvrir. Le sujet du email sert juste à vendre l'ouverture. Ça fait que si tu n'as pas les bons taux d'ouverture, il y a peut-être une question de livrabilité, mais il y a peut-être aussi une question de sujet dans ton email. Est-ce que ton sujet est vraiment accrocheur, puis est-ce qu'il incite les gens à ouvrir? Puis, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Là, environ 1 an et demi, on a commencé à travailler vraiment la qualité de notre liste davantage. Peut-être même 2 ans, je ne sais plus, ça fait combien de temps qu'on travaille ça ensemble, mais le taux d'ouverture, il a augmenté en flèche. Puis, il y a des gens qui n'ouvraient plus nos courriels, qui ont commencé à ouvrir nos courriels. Puis, depuis ce temps-là, depuis qu'on maintient la liste à jour, le taux d'ouverture, il est vraiment plus élevé. Fait que je le vois, puis on a quand même une bonne liste de personnes à qui on envoie les courriels, là. Alors, ça l'a. Mais tu sais, le truc du taux d'ouverture versus le ménage, il est super simple. C'est juste des mathématiques. Si tu as une liste de 10 000 destinataires avec un taux d'ouverture de 25 %, mais que tu as 5 000 personnes qui n'ouvrent jamais rien puis qui ne cliquent jamais rien,
enlève ces 5000 personnes-là, tu vas te retrouver avec une liste de 5000 personnes avec un taux d'ouverture de 50%. Il n'y a rien d'autre à expliquer. Là. C'est comme, si tu veux, tu peux améliorer facilement ton taux d'ouverture juste en faisant le ménage. Je comprends. Alors, c'est super clair. Fait que qu'est-ce que je comprends pour l'infolette, c'est de respecter le contenu, c'est de respecter les gens à qui qu'on l'envoie. C'est que si les gens interagissent plus avec nous en dedans de 90 jours, c'est ça, c'est de commencer à les relancer pour qu'ils se réabonnent. Puis si ils se réabonnent pas, ils se réactivent pas avec l'infolette, les supprimer, de ne pas avoir peur d'enlever des clients potentiels de notre infolette pour garder des bons taux d'ouverture parce que ça a un impact direct sur la livrabilité des courriels. Puis de mettre du contenu pertinent en limitant la présence de photos, la présence de pop-up, la présence d'images images qui flashent et photos, c'est la même chose, mais de garder ça à quelque chose de très simple, du noir sur du blanc, une écriture noire Ouais. sur un fond blanc, puis Le on va texte, augmenter la le performance. texte, le texte est primordial dans ton email, puis les images sont secondaires. Puis idéalement, tu ne mets pas de texte dans l'image. C'est-à-dire, si tu veux écrire ton contenu qui a l'air un peu promotionnel, tu préfères aller l'écrire dans ton image, dans Canva, puis incorporer l'image à ton email. C'est pas une bonne idée. Je comprends. Alors, ça l'explique très bien. Puis maintenant, si on revient à la problématique initiale, d'être régulier dans ces infolettes pour limiter que si on mise tout sur la journée du Black Friday pour faire notre offre, sur la journée du Boxing Day pour faire l'offre, il y a beaucoup de chances que notre email ne soit pas livré au bon endroit. Mais si on est régulier, on a une bonne communication avec l'auditoire, ben on est capable de répéter à plusieurs reprises. Hey, vous allez voir, on va avoir des promotions à tel moment, on travaille sur tel sujet. On va être capable de bâtir le lien pendant toute l'année pour que le moment qu'on arrive, qu'on a une grosse offre, qu'on a une grosse vente à faire, ben, on a développé une relation. Gmail, les lecteurs d'infolettes, des courriels vont voir que le client potentiel a interagi avec notre courriel, puis il va avoir plus de chances de l'envoyer au bon endroit pour que Exact. la personne Mhm. lise. Alors, si je comprends bien, il n'y a pas de recette magique. Il faut être régulier, mettre beaucoup d'énergie, avoir du contenu pertinent, puis garder une liste à jour, puis pas aller chercher, pas aller voler la liste en allant sur les sites Internet, puis aller sur les pages contacts, puis aller chercher toutes les adresses contacts, puis mettre ça dans notre liste. Ça va faire que notre infolette va être moins performante. Exactement. As-tu quelque chose d'autre à rajouter pour conclure, Phil? Je pense que ça en fait déjà beaucoup, sérieux, mais je veux dire, il y a pas, comme tu dis, il n'y a pas de recette magique. Faut être régulier, il faut donner du bon contenu. Alors, j'adore ce podcast-là. J'espère que les gens qui nous écoutent vont continuer à envoyer des courriels parce que ça fait depuis que je me suis lancé en affaires que j'entends dire le courriel va mourir, l'infolette est morte, l'infolette est morte. Puis plus que jamais, on vient toujours vers l'infolette. Ça me fait penser un petit peu à la radio. À un moment donné, on pensait que la radio allait peut-être mourir pour la télévision. La radio, elle a encore tout son sens. Quand on conduit, on ne peut pas écouter la télévision. C'est difficile d'écouter la télévision en conduisant. Alors, la radio a son sens à plusieurs endroits. Mais l'infolette, c'est un petit peu la même chose. Quand un client est là, il va dans sa boîte de courriel, puis il va lire les infolettes. Alors moi, je crois beaucoup à l'infolette. Je vous encourage à envoyer des courriels. Puis je pense pas que ça va mourir demain matin. À moins que tu me dises le contraire. Si tu me dis le contraire, là, je vais avoir peur. Non, il va falloir que je me renouvelle. Mais il n'y a pas trop de danger en ce moment avec les quantités, les volumes d'emails qui sont envoyés. Là, ça demeure un outil majeur pour le marketing. Puis, même qu'aujourd'hui, dans plusieurs lectures que je fais, c'est considéré comme un actif numérique, contrairement aux médias sociaux où est-ce qu'on va aller chercher des abonnés, puis Facebook ou les médias sociaux peuvent décider d'arrêter d'envoyer ton contenu à tes abonnés. Mais l'infolette, une Ouais. fois que tu l'as, il y a très peu de filtres qui va faire que la personne n'aura plus ton contenu. Alors, c'est un super de bel actif numérique à investir à l'intérieur. Puis sur ça, ça fait beaucoup le tour de la question. Alors, j'aimerais ça remercier nos partenaires, la Banque nationale, le MEIE, le ministère de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et le réseau Mentorat. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.